Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a encore quelques années, le D2C c'est le Direct to Consumer, c'est-à-dire direct au consommateur, des marques qui parlent directement à leurs consommateurs. Donc le D2C, il y a quelques temps, ça incarnait le véritable avenir du retail. Vous aviez des marques comme Cézanne, comme Teddy Bear, comme Emma, qui ont émergé. Elles avaient une promesse simple mais ultra révolutionnaire, vendre directement aux consommateurs sans passer par la distribution traditionnelle. Bon, ce modèle, il existe clairement parce que d'un côté, vous avez le e-commerce, de l'autre côté, vous avez les réseaux sociaux. Ce modèle, on l'a appelé les marques DNVB, Digital Native Vertical Brand. Ce sont des marques qui s'imposent directement aux consommateurs rapidement parce que elles maîtrisent une chaîne de valeur, un storytelling et une obsession pour l'expérience client. Alors l'approche était claire, il fallait aller chercher le client là où il passe le plus de temps, à savoir sur son smartphone. Et l'idée, c'est de créer la relation la plus directe possible avec des contenus qui sont super engageants et puis un produit qui est véritablement pensé pour le client, souvent à un prix plutôt plus compétitif que dans les circuits classiques, pas forcément, parce que Cézanne n'est pas forcément moins cher que dans les circuits classiques, mais en tout cas, un produit qui est clairement pensé pour l'utilisateur. L'idée, c'est d'éviter les distributeurs, du coup, c'est des marques qui ont pu marger davantage et puis qui promettent une meilleure qualité ou alors un meilleur service. Le modèle, dit comme ça, il semble inarrêtable. Mais le truc, c'est que on a atteint une certaine maturité du marché, comme souvent, et on a les premiers signes d'essoufflement qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation massive des coûts d'acquisition sur les plateformes de pub, Facebook en premier lieu. On a une difficulté à fidéliser sur le long terme et puis on a une certaine saturation sur certains segments parce que il y a fatalement une limite au modèle et beaucoup de DNVB ont dû un peu revoir leur copie. Il y en a certaines qui ont disparu, d'autres qui ont été rachetées, d'autres qui ont un petit peu changé. En fait, le modèle est en train de montrer ses failles. Sauf que le modèle D2C, Direct to Consumer, il n'est pas mort, il a évolué. On a une nouvelle génération de marques qui est en train de redessiner ses contours. Ces marques-là ont appris des erreurs de nos DNVB et elles apportent une approche un petit peu plus hybride, en fait un peu moins rigide, dogmatique. Elles ne rejettent plus les circuits de distribution traditionnels. Au contraire, elles vont aller intégrer tous les éléments de manière beaucoup plus stratégique. Bon alors, je vous propose qu'on reprenne un petit peu l'histoire du début. On est au début des années 2010. Il y a cette nouvelle génération de marques qui déboule dans le paysage du retail. Leur point commun, elles sont nées sur Internet, elles en ont rien à fiche des intermédiaires et puis elles construisent directement leurs relations avec leurs clients en s'appuyant sur quoi? Sur les outils numériques, notamment les réseaux sociaux. On les appelle donc les DNVB, Digital Native Vertical Brands. Bon, derrière ce terme, on trouve des marques comme, par exemple, Cézanne, comme le slip français, par exemple. Leur marketing, c'est un marketing qui casse les codes traditionnels parce qu'elles maîtrisent toute la chaîne de valeur, de la conception du produit jusqu'à la vente, en passant par la fabrication, le branding, la relation client, le SAV, tout. Leur force à elles, c'est une obsession du produit, une image de marque ultra forte, qui est parfois, pas toujours, mais parfois incarnée par un fondateur qui va être très visible, et puis en tout cas, un usage ultra stratégique des réseaux sociaux. Ces marques, elles investissent massivement dans le contenu sur les réseaux pour créer une communauté qui est super engagée autour de leurs valeurs. Cézanne, ils vendaient leur production je crois que c'était chaque mois avant même d'avoir produit quoi que ce soit. Enfin, ça partait en quelques heures, très 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 rapidement. Il y avait une espèce de FOMO, fallait être les premiers à se connecter au moment où la collection arrivait. Bon, et puis elles misent ces marques sur aussi des histoires authentiques, des engagements super clairs. Alors souvent, pas toujours, mais il peut y avoir une production locale, des circuits courts, de la transparence. Et puis, on a souvent un ton direct. En fait, c'est plus de la conversation avec les clients que de la promotion. Bon, donc cette première phase de D2C, très très vite, elle s'impose comme un modèle super inspirant, un modèle qui fonctionne, qui coupe les intermédiaires,
Les marques gagnent mieux, gagnent plus de marge, puisqu'elles ne margent plus les intermédiaires, et elles peuvent proposer des prix qui vont être plus compétitifs, ou alors investir davantage dans la qualité. Donc c'est soit on gagne de l'argent, soit on gagne en qualité. L'expérience client, du coup, devient centrale, et puis on a une différenciation au niveau d'un parcours d'achat ultra fluide, packaging travaillé, SAV réactif, enfin, en gros, c'est le rêve. Ce modèle, évidemment, il va séduire les consommateurs qui sont sensibles à l'authenticité et au sens, mais aussi les investisseurs parce qu'ils voient bien une croissance super rapide de ces marques digitales natives. Mais comme souvent, ça marche que pour un temps puisqu'on arrive à une certaine maturité. Alors comment les limites de cette première version du D2C, du DNVB, sont arrivées? On a l'euphorie des débuts et puis un ralentissement. En fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus de DNVB, donc la concurrence sur les réseaux sociaux notamment se fait sentir. Résultat, on a des coûts d'acquisition qui au départ étaient super intéressants et maintenant qui ont totalement explosé. Là où avant, avec quelques dizaines d'euros, on pouvait commencer à convertir un visiteur en acheteur, là il faut investir massivement dans de la publicité pour pouvoir être visible sur des plateformes comme Meta ou comme Google. On a une autre limite qui est structurelle, c'est la difficulté à fidéliser sur le long terme. Parce qu'on a beaucoup de D2C qui ont misé sur des campagnes d'acquisition ultra agressives, sauf qu'elles n'ont pas construit une vraie stratégie de CRM véritablement solide. Du coup, on a un effet one-shot avec des clients qui viennent, mais enfin bon, qui repartent tout aussi vite. Donc c'est difficile de transformer ces clients en véritables ambassadeurs et de les fidéliser sur le long terme. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de point de vente physique, pendant longtemps ça a été vu comme un gros avantage, mais en fait ça s'est un petit peu retourné contre ces marques. En fait, le manque de visibilité en magasin, l'impossibilité d'aller tester, d'aller essayer le produit, de créer un vrai lien sensoriel, affectif avec la marque, ça va freiner l'expansion parce que la communauté finalement à un moment donné elle ne suffit plus. Et puis il y a un troisième élément, c'est cette course à la croissance. Et vous avez beaucoup de marques pour exister qui ont levé des fonds assez importants qui leur permettent de financer ce développement ultra rapide. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas nécessairement construit le modèle économique qui va être viable sur le long terme. Comme souvent sur les startups, on lève avant d'avoir le modèle. Et ça marche parfois, mais souvent ça marche pas. Donc on a pas mal de marques qui ont disparu par manque de modèle stable. Donc ça a ouvert une espèce de phase de remise en question des DNVB. Est-ce que c'est un modèle qui va fonctionner? Est-ce que, c'est un modèle durable? Il a fallu en fait repenser, le modèle, intégrer un petit peu plus de complexité, plus de mixité aussi dans les canaux et surtout replacer la marque et pas seulement le produit, la marque au cœur de la stratégie. Et là, on arrive à une espèce de deuxième version, les DNVB V2, les D2C V2, qui est bien plus stratégique et que je vous propose de regarder dans le détail. Alors, l'une des évolutions majeures du D2C nouvelle génération, c'est le repositionnement stratégique des marques. On ne parle plus seulement de vendre un bon produit, un unique souvent produit, mais de construire un véritable écosystème de marques. Alors, en fait, les premières DNVB, elles misaient sur un produit star pour percer. Typiquement, une paire de lunettes, un matelas, un t-shirt iconique, un slip. Et les marques d'aujourd'hui, elles réfléchissent dès le départ à un univers plus vaste qui va être capable d'accueillir une gamme plus élargie, des services, des valeurs, voire des collaborations externes. Donc du coup, on passe d'une logique marque-produit à une logique marque-plateforme. Et une marque plateforme, c'est une marque qui dépasse la simple transaction. En fait, elle devient un lieu d'expérience, un catalyseur de communauté, un point de rencontre entre des valeurs, des contenus, des produits, des services. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est en fait un véritable écosystème de branding. Je vous donne des exemples. Des marques comme Asphalt ou comme Respire, elles vont pas se contenter de vendre juste des vêtements ou des déodorants. Elles produisent des contenus, elles organisent des événements, elles impliquent leur communauté dans de la co-création. En fait, elles deviennent des entités culturelles avec lesquelles on s'identifie. Parfois, en fait, on s'identifie bien plus qu'avec le produit lui-même, parce que bon, s'identifier à un déodorant, c'est pas forcément tout à fait facile. Et cette stratégie de plateforme, elle permet finalement de mieux résister à l'érosion des ventes, à la concurrence, à la difficulté économique qu'on va pouvoir rencontrer. En fait, ce que rencontre une entreprise dans le temps, systématiquement.
Et puis cette évolution, elle reflète quand même un changement aussi, chez les consommateurs dans leur mode, de fonctionnement, parce qu'ils achètent plus un produit, ils achètent une intention, une vision, une mission. Ils reviennent véritablement à la marque en elle-même, à ce qu'on leur raconte et à l'univers qu'on leur propose. Bon et puis l'une des grandes différences entre la première vague des DNVB et puis, cette DNVB-V2, je ne sais pas comment l'appeler, cette nouvelle génération de D2C, c'est leur rapport aux canaux de distribution, hein. Les premiers, ils étaient exclusivement en digital, c'était le principe même, hein, de la DNVB, mais les nouveaux là, ils comprennent que finalement, le covid est passé par là, on a besoin d'humain, on a besoin de voir, de sentir, de toucher et cetera. Donc on peut revenir sur quelque chose qui est plus omnicanal. C'est un véritable atout stratégique que d'être dans le monde réel. Donc concrètement, ça veut dire que ces marques, elles investissent à la fois dans le digital et dans le physique. Donc elles vendent en ligne, bien sûr, elles commencent d'ailleurs bien souvent par vendre en ligne, mais elles ouvrent aussi des boutiques, elles intègrent peut-être des concept stores, elles nouent des partenariats avec des retailers ou alors elles s'implantent dans des grands magasins. Cette stratégie, elle permet de maximiser la visibilité, de capter les clients là où ils sont, et puis surtout de créer une expérience cohérente, quel que soit le point de contact. Donc ce retail physique qu'on a un petit peu vu comme étant obsolète avec voilà l'essor du e-commerce, là il retrouve une nouvelle jeunesse, simplement il vient juste en deuxième point, hein. On commence par le digital et on utilise les retailers, on utilise la distribution pour venir apporter ce petit quelque chose en plus. Et ça va même plus loin, c'est qu'une boutique, ça n'est plus que un centre de distribution, c'est devenu un véritable média. C'est par exemple un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace d'incarnation de la marque. Ça permet de créer du lien, de faire tester les produits, de collecter les retours en direct, ça c'est super important. En fait, ça permet de nourrir une relation client qui est plus riche. Alors des bons exemples, c'est par exemple Oh My Cream ou alors Balzac Paris, hein. Elles utilisent leurs points de vente comme des relais d'engagement, pas seulement comme des lieux de transaction où on vient acheter des produits. Et en fait, c'est logique quand on y pense, hein, que nos marques deviennent hybrides avec du digital et puis aussi du physique. C'est tout simplement parce que nos modes de consommation sont hybrides. On va consulter en ligne, on va acheter en boutique ou alors l'inverse. En fait, il y a une réelle porosité finalement entre le monde digital et le monde entre guillemets réel. On en voit de moins en moins la différence et la barrière. Bon, et puis il y a un élément qui est quand même central et important dans ces marques D2C, c'est sa capacité à créer un véritable lien avec sa communauté. La communauté est absolument centrale. La création de contenu, la communauté et la co-création, ça devient les trois leviers essentiels au marketing D2C. Alors le contenu d'abord, c'est une arme stratégique. Les marques D2C, elles se contentent pas de publier des visuels produits ou des promotions, elles produisent des contenus à forte valeur ajoutée, des articles de blog, des newsletters éditorialisés, des vidéos immersives, des podcasts. Tout est pensé pour informer, pour inspirer, pour divertir. En fait, le contenu, ça devient vraiment un prolongement de la marque, un moyen de partager ses valeurs, de raconter son histoire, finalement de rester présent à l'esprit des consommateurs entre deux achats. Et puis ce contenu, il vient nourrir la communauté. C'est ça que cherchent à fédérer ces marques, c'est de fédérer des gens, des clients, une audience engagée, parfois militante, en tout cas une audience qui va partager les mêmes aspirations. Parce que oui, la nouvelle génération, la Gen Z, elle cherche systématiquement du sens. Donc les marques cherchent à créer du sens avec cette communauté. Et si elle est bien animée, elle devient le meilleur vecteur de recommandation, de feedback et de fidélité. Mais là où ça va encore plus loin, c'est le troisième pilier, c'est dans la co-création. Alors on a de plus en plus de marques qui viennent impliquer leur communauté dans le développement de leurs produits, c'est-à-dire impliquer, ça va être via des sondages, des votes sur la prochaine collection, des tests en bêta. Ça, c'est une approche qui, d'un côté, renforce la pertinence de l'offre, et puis en plus, ça vient littéralement impliquer, créer de l'attachement avec ses clients. En fait, on n'achète plus un produit, on soutient un projet auquel on a contribué, et ça, c'est parfaitement différent. Donc pour résumer, le D2C, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis le client au cœur de la marque. Tout part du client, de son expérience qui se veut plus fluide, plus humaine et couvre finalement des nouvelles voies. Alors d'abord, on a commencé avec les DNVB, qu'on créait vraiment des produits spécifiquement pour le client et pour la communauté. Et puis, ça s'est un petit peu essoufflé parce que plus de concurrence, parce que besoin de plus d'humanité. Et on revient sur d'abord du digital, mais avec une expérience en réel, en physique, dans la vraie vie.
Et là, eh bien, on arrive à un véritable écosystème de marque qui intègre la création de contenu, la communauté et la co-construction pour construire une marque forte qui a du sens. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un épisode estival, un peu plus court que d'habitude, mais dont l'idée est de vous faire réfléchir, peut-être d'inspirer de nouvelles réflexions à penser en allant à la plage ou en préparant le barbecue pour préparer l'année qui arrive. Je vous dis à très vite.